Bonjour à tous, bienvenue dans ce live numéro 2 de At We Are Thunder. Donc moi c'est Pierre, je suis avec Constant. Est-ce que ça va Constant déjà? Ça va bien, et toi? Très très bien malgré ce super match hier, cette grosse défaite là. On va essayer de débriefer un peu les 4 matchs qu'on a joués. Donc premier match contre Utah avec une victoire facile. Deuxième plus compliqué contre les Lakers, cette défaite en prolongation un peu frustrante. Alors qu'on pouvait espérer mieux notamment en fin de match. Ensuite réaction face aux Lakers, très maladroit mais gros match. Et hier quoi, hier avec on y reviendra, seulement peut-être un quart temps à peu près correct et le reste un petit peu scandaleux, on va le dire. Pour s'organiser, pour revenir un petit peu sur ces 4 matchs, avec Constant on s'est mis d'accord sur 4 ou 5 points en fait qu'on voulait aborder chacun, un petit peu les points forts ou les points négatifs justement de cette reprise dans la bulle. Et voilà, on va aborder ça comme ça, et si on a le temps, on abordera peut-être les 4 matchs qui arrivent, et peut-être les éventuels match-up en playoff. On sait que ça avec Constant, on en parle beaucoup, donc on pourra en parler très longtemps même. Donc Constant, à toi la parole. Déjà, vis-à-vis de ces 4 matchs, on a un bilan de 2-2, etc. C'était plutôt pas mal, sur certains, moins bien pour d'autres. Quel est le premier point que tu veux aborder, et un des trucs sur lesquels on aimerait débattre avec tout le monde? Le premier point que je veux aborder, surtout après le match d'hier, c'est Shai Gilgeous-Alexander, parce que j'ai été plutôt convaincu par ces matchs de scrimmage, où il avait été utilisé en tant que meneur, en tant que porteur de balle. Je l'avais trouvé plutôt intéressant, notamment pour la création envers les autres, et du fait qu'il créait pour les autres sans délaisser pour autant son côté offensif et le fait de créer pour lui. Et là, sur cette reprise, c'est vraiment pas terrible. Il y a le match contre Utah où il fait un match plutôt correct. C'est vraiment pas lui qui porte l'équipe, mais il marque 19 points, 50% au tir, ce qui est intéressant. Le match contre Denver, c'est déjà un premier couac parce que il prend 5 fautes au milieu du troisième quart, je crois. Au moment où il prend ses 5 fautes, il est pas du tout agressif, il est vraiment pas dans son élément. Et quand il revient dans le quatrième quart, il est totalement libéré, il se met à planter à 3 points, il devient de plus en plus agressif. Et là, on s'est dit, ah, c'est le SGA qu'on retrouve et qui est vraiment très intéressant. Et là, les 2 matchs face aux Lakers et surtout celui face à Memphis, sur les 2 matchs, il est à respectivement 3 sur 11 et 3 sur 13, avec un 2 sur 12 à 3 points en cumulé. C'est vraiment pas terrible, quoi. Et autant on pourrait se dire, ok, SGA marque moins, mais il pourrait compenser cette perte au scoring par plus de création pour les autres. Ce qui est pas le cas parce qu'il est à seulement 5 et 3 passes sur les matchs contre les Lakers et contre Memphis. Donc c'est bien de commencer à se comporter comme une superstar, de vouloir lancer ses propres chaussures, mais il y a un moment où il va falloir réagir parce que on va en parler, ça va être un peu notre fil rouge tout au long du live. Avec l'absence de Schroeder, t'as besoin d'un SGA qui est agressif et t'as besoin d'avoir un SGA qui est capable de marquer des points. Et si il continue à être aussi mauvais et à être aussi peu agressif, en fait c'est ce que je lui reproche, si encore il shootait à, je sais pas moi, 8 sur 24 par exemple, on pourrait dire ok il est maladroit mais au moins il est agressif, il essaye de faire quelque chose. Là sur le match d'hier, il prend 13 tirs dont 8 à 3 points. Il se contente juste de rester derrière la ligne à 3 points, de tenter des tirs qui sont compliqués pour lui et qui sont souvent très très courts, parce que c'est des tirs qui sont pas faits pour lui, et il tente 2-3 fois de créer pour les autres, mais on voit bien que c'est pas sa qualité première, quoi. Donc, après, pour me tempérer un peu mes propos, SGA, cette saison, il a déjà eu des moments où il était plutôt dans le mal, et à chaque fois, il a répondu par des grosses performances. Ouais. Donc, je vais pas le défoncer en disant que ça y est, il est devenu nul, ou ça y est, il commence à faire sa superstar, mais je dis juste que, sur ces derniers matchs, pour moi, il manque d'agressivité, il manque d'envie, il sait pas trop comment jouer, et c'est à lui de se remettre dans le droit chemin, et de redevenir agressif, et de passer plus de temps près du cercle et à mi-distance, plutôt que de camper derrière la ligne à 3 points. Ouais, alors plusieurs choses sur ce que t'as dit. Déjà, il y a eu un commentaire par rapport à sa coupe de cheveux. Justement, hier, il est revenu à l'afro. On avait espoir que ça soit le L'afro est déclic. trop longue, faut la couper. Et voilà, ça va toujours pas. Donc, c'est pas la coupe, mais on est d'accord avec ce commentaire-là. Au début, on était moyen fan de de sa coupe avec les tresses, là. Non, de ce que t'as dit, je suis plutôt d'accord. En fait, sur les scrimmages et sur le premier match, j'étais plutôt content de ce qu'il montrait. Il avait un peu une attitude de star, on en avait parlé. Tu sais, l'impression d'un mec qui pouvait dominer un peu quand il voulait, qui faisait un peu ce qu'il voulait sur le terrain, etc., qui se sentait un peu au-dessus et qui l'était, tu vois. Mm. Et bah, comme tu l'as dit, plus discret. Alors face à Utah, j'ai aimé parce qu'il a pas hésité face à Gobert plusieurs fois, il a mis des gros tirs, des gros lay-ups.
Donc ça c'était plus que positif. Et petit à petit on a perdu ça. Tu vois, si tu prends l'exemple du match contre les Lakers, il y a plusieurs lay-ups qui laissent passer pour une passe un peu hasardeuse parce qu'il a peur de Davis. Il y a plusieurs attitudes comme ça où il est moins agressif comme tu l'as dit, il prend plus de tirs à 3 points et en fait c'est beaucoup plus compliqué. Parce que, alors, je pense qu'il prend confiance à son tir, il a progressé, c'est pas négatif, il est pas mauvais à 3 points, même si là il était maladroit, mais sa force, et on le sait depuis le début de saison, c'est 20 points, ils viennent des drives, ils viennent de s'arrêter, faire une feinte, refaire un petit fade-away à mi-distance, enfin ces choses-là. Donc là, il est un petit peu en recherche comme je vois, et aussi il est beaucoup mieux défendu qu'avant, je pense qu'il est beaucoup plus ciblé. Là où c'était un peu plus surprenant pendant la saison, là les gens l'attendent beaucoup plus, surtout qu'il n'y a pas Schroeder, ça enlève une grosse menace. Lui il en paye beaucoup parce que Schroeder portait la balle quand Chris Paul n'était pas là et Shai était en 2. Là quand Shai est en meneur, alors il essaie d'organiser les choses, c'est assez compliqué, ça tu t'en as un petit peu parlé. Donc il perd de l'agressivité et c'est surtout ça la problématique actuellement, c'est voilà, il a perdu cette agressivité là et cette efficacité qui en faisait le joueur qu'il était. Alors encore une fois, ça sert à rien de tomber dessus, c'est très jeune, c'est que 2 matchs, typiquement demain il est capable d'en caler 30, surtout face aux Wizards. Ouais, et puis s'il en cale 30, c'est ce que j'ai dit hier en répondant à quelqu'un, si là on le critique, et si sur les 2 matchs d'après il plante 28 et 29 points, on va tous être en train de dire c'est le futur, donc il faut un peu prendre du recul et voir un peu sur le moyen long terme ce que... Puis ça risque d'arriver demain, parce que vu le match d'hier, un jour de repos, sûrement retour peut-être d'Adams, ça risque d'avoir une grosse réaction en fait d'orgueil, vu ce qui a été montré, donc il y a même intérêt. Donc oui, il risque d'avoir une réaction dès demain. Donc ouais, plutôt déçu de Shai pour l'instant, ça devait être peut-être l'une des révélations de la bulle, encore plus parce que tout le monde en disait du bien, etc. Tout le monde le hypait un petit peu sur sa capacité à jouer meneur sans Schroeder. Ça n'a pas été forcément convaincant pour l'instant, sans être négatif. De ce qu'on peut voir, Shai peut jouer meneur. On va être honnête, c'est pas exceptionnel, mais il a largement les qualités pour faire ça. Mais on a perdu cette agressivité-là, c'est N1, c'est layup, mais il a même perdu en efficacité, du coup c'est peut-être ça moi qui m'inquiète plus que, tu vois, il agresse plus, moins efficace, et on se contente de tirs. Hier après c'est un naufrage collectif, donc c'est plus dur à analyser. Après, si on peut retenir un point positif, en tout cas moi c'est le point positif que je retiens du match d'hier, c'est que dans le premier quart, parce qu'on peut juger réellement que le premier quart en attaque, le laps de temps où Shai s'est retrouvé tout seul meneur, je trouvais que la pace était beaucoup plus rapide, ça jouait beaucoup plus vite en attaque du côté d'OKC, et c'était quelque chose qu'on n'a pas vu cette saison, parce que si on commence à aller chercher dans les stats, OKC qui ces dernières années était une équipe qui jouait très vite du fait d'avoir Russell Westbrook, cette année avec Chris Paul t'arrives sur un meneur qui est beaucoup plus lent, de demi-terrain, c'est ça, on était vraiment dans les derniers à la pace, que là sur cette séquence, bon après c'est pas très significatif, ça doit être que 3-4 minutes sur un match, mais j'ai trouvé qu'on avait joué plus vite et que justement ce premier quart où on marque beaucoup de points, on est très adroit, il y a peut-être un lien entre l'augmentation de la pace et le fait qu'on était adroit et que sur le restant du match, dès que Chris Paul est revenu, t'es retourné sur un rythme de jeu qui était beaucoup plus lent et là en attaque t'as un peu plus galéré. Je pense que c'est tout ce coïncide en fait, t'as Chris Paul qui sort, Shai qui prend la main, ça accélère. On joue plus petit, il y a plus Nerlens, t'as l'entrée de Diallo, t'as l'entrée de Beasley qui aime aussi jouer avec cette vitesse-là, et ça met un peu en confiance tout le monde, il y a des stops qui se font et on gagne en adresse, tu vois, on gagne en rythme, et vraiment, au-delà de gagner en confiance, on gagne énormément en rythme, et c'est ce qui fait qu'on a pris feu sur ce premier quart-temps, je pense. Donc là-dessus, je suis d'accord avec toi, et c'est vrai que c'est quelque chose qui a un petit peu de vitesse, parce que quand Schroeder est sur le terrain, même avec ses qualités de vitesse, il joue énormément en demi-terrain sur pick and roll, et c'est quelque chose qu'on fait moins avec Shai et ouais, il y a une forte augmentation de la pace. Donc il y a une vraie différence de style de jeu, ça c'est important de le souligner comme tu as dit. Après, pour conclure sur Shai, faut pas paniquer. Ça reste une mauvaise passe comme il a eu cette saison. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on l'a pas mentionné, c'est qu'on est très exigeant avec lui maintenant en fait. C'est-à-dire que en fait, qu'on a commencé la saison, on savait qu'on avait un grand espoir en lui, c'était notre prospect, mais il a déjà surpris toute la saison, il a vraiment progressé. Maintenant, on est devenu en mode, on le traite presque comme un All-Star en fait, j'ai l'impression moi. Quasiment, ouais. Ouais, donc on est exigeant, on veut que qu'il soit efficace, qu'il soit agressif, donc voilà, à voir comment ça se confirme. Après, je trouve que c'est normal d'être exigeant avec lui. Ah oui, on n'est pas exigeant avec un joueur qui a rien montré. On est exigeant avec un joueur qui a montré toute la saison qu'il était border All-Star. Donc forcément, quand il commence à revenir à un niveau un peu plus logique pour un joueur de deuxième année, c'est-à-dire va faire des erreurs et pas encore totalement
totalement conscient de son jeu et connaît pas toutes les ficelles comme peut connaître des joueurs plus expérimentés comme Chris Paul. Je trouve que c'est normal d'avoir des attentes, enfin on est un peu déçu quoi. Mais après, comme j'ai dit, c'est à lui de réagir. Je pense que déjà être plus agressif, même s'il est maladroit, je m'en fiche, juste être plus agressif et revenir un peu plus à ce qui a fait son succès pendant toute la saison quoi. Et après, voilà, comme on l'a dit, lui, l'absence d'Adams, ça complique les choses pour lui. Il n'y a plus cette présence intérieure pour l'aider, à gêner l'attaquant adverse, notamment sur ses drives. Il n'y a plus Schroeder pour l'aider à porter la balle, alors ça développe son rôle de meneur, mais ça le pénalise plus que peut-être ça l'avantage. Pour l'instant, en tout cas. Même l'absence de Schroeder, tu peux te dire que quand t'avais Schroeder et quand t'avais Chris Paul qui étaient sur le terrain, forcément les défenseurs allaient prêter plus d'attention à Chris Paul et à Schroeder, ce qui permettait de libérer plus d'espace pour Shea, qui avait des lignes de pénétration qui étaient plus simples, qui pouvaient plus facilement terminer au panier. Là, tu perds Schroeder, et même sur certaines séquences, t'as Shea qui se retrouve, au final, c'est le focus principal de la défense quand il se retrouve meneur. Ce qui est quasiment jamais été le cas pendant toute la saison, il y avait toujours un meneur ball handler à côté de lui, donc là forcément les défenseurs de 1 vont plus le scouter qu'en début de saison parce qu'ils savent que maintenant il faut faire attention, et de 2 il va se retrouver la cible des défenseurs justement parce que c'est lui qui est un peu le seul quasiment à pouvoir créer balle en main quand il joue meneur quoi. Non, mais complètement, et en plus, il faut voir avec qui il joue quand il est à la main et qui a le banc avec lui, quoi. C'est pas non plus... tu vois, c'est pas le meilleur banc NBA, hein, c'est super jeune, c'est très inconstant, la plupart des joueurs, voilà, c'est peut-être pas optimal pour lui. Et je vois ensuite là, il faut que Shea soit moins agressif, pas forcément très agressif, plus dans l'analyse, pas comme Diallo, il sera pas comme Diallo, mais là il a vraiment, il faudrait regarder les chiffres de drive par match. Je pense que ce chiffre a largement baissé en fait sur les derniers matchs comparé à ceux de la saison. C'est ça qu'il faudrait regarder. On n'a pas fait notre travail, on n'a pas la stat, mais c'est ça qu'il faudrait regarder. J'ai plein de stats, j'ai pas celle-là. Ouais, dommage. On passe peut-être au deuxième point. Cette fois, c'est plutôt positif, et parce que je vais prendre la parole et je vais parler de Lou Dort. Déjà dans les scrimmages, j'en étais plus que content parce qu'il avait montré de vrais progrès au tir. Il avait évolué balle en main, où s'était montré intéressant. Et là, en fait, sur les 4 matchs, c'est le joueur le plus constant dans l'intensité. Défensivement, c'est peut-être le meilleur joueur depuis le début des matchs. Et surtout le plus constant, de très loin. Il se tape LeBron, il se tape tous les meilleurs joueurs adverses. Incroyable. Et après, c'est offensivement, moi, qui me surprend le plus. Alors, il a été beaucoup moins adroit sur les 3 premiers matchs. Hier, il l'a été, à contrario de tous les autres. Mais en fait, tu vois, là je vois on a notre free and D, mais c'est plus que ça en fait, parce qu'à la différence d'un Robertson, bon il pouvait pas tirer, mais d'un Ferguson, offensivement c'était très limité. Lou Dort, il peut poser la balle il peut dribbler, il peut créer, il peut attaquer le cercle, il peut faire des passes décisives, enfin il a joué meneur sur certaines séquences, notamment sans Schroeder là, c'est vraiment impressionnant ce qu'il propose, et c'est offensivement c'est une toute autre addition, parce que lui il est capable il est pas négatif balle en main, il hésite pas à prendre les tirs, s'il est un peu à droite, il est chiant à défendre, hein. C'est devenu quelqu'un qui est chiant à défendre, donc là c'est la vraie bonne surprise de ces 4 premiers matchs, et il a déjà, franchement quand j'en vois le contrat à laquelle on l'a signé, bon on l'avait un peu dit, mais quelle affaire. c'est une affaire, c'est vraiment une super affaire. Alors oui, il y a des pertes de balles, etc. Il y a un peu de déchets, mais c'est normal, c'est un rookie qui était en tous les contracts. Il y a pas tant de pertes de balles que ça, hein. Il en perd depuis la reprise, il a perdu 5 ballons sur 4 matchs. Tu vois, mais il y a un peu, voilà, il y a du déchet. Je pense dans les choix, dans certaines choses, tu vois, des fois c'est un peu encore brut, mais alors de ce qu'il montre, c'est l'un des seuls, je pense, qu'on a presque rien à reprocher il a été benché un petit peu, alors c'était contre Denver, où Diallo est vraiment bon et Dort est moins bon. Je crois il est benché un petit peu en première mi-temps et il revient directement en deuxième mi-temps prêt à repartir et à défendre fort. Ouais, bah après j'ai pas grand chose à rajouter sur ce que t'as dit. Juste pour la stat, Luguentz-Dort est sur 3 matchs consécutifs à au moins 10 points marqués. Je pense que quand on l'a signé, ou même quand il a intégré le 5 majeur, je pense pas que tu t'attendais à voir Luguentz-Dort quasiment tourner à 10 points de moyenne depuis la reprise. Après, comme t'as dit, moi c'est le seul joueur que j'ai pas à critiquer depuis la reprise, parce que sur tous les matchs, il s'est donné.
Tu le vois contre les Lakers, il commence un peu à bien agacer LeBron, même si ça reste LeBron, il s'est pris 2-3 coups d'épaule quand même qui l'ont bien fait valser. Mais tu regardes, il défend contre LeBron, et hier, face à Memphis, il défend Ja Morant, donc ça montre un peu la polyvalence qu'il peut avoir en défense, où il peut te défendre un 3 comme LeBron, qui est même quasiment un 4, et il peut te défendre un meneur surathlétique comme Ja Morant. Après, au niveau de son tir, c'est plutôt irrégulier. Effectivement, le match contre Utah, il est à 1 sur 5 à 3 points. Contre Denver, il est à 1 sur 6. Contre les Lakers, il est à 0 sur 4. Il n'y a que hier, au final, où il a été plutôt adroit. Mais quand tu vois que sur le match contre Memphis, hier, en deuxième mi-temps, il y a un moment où il reçoit la balle à 0 degré. T'as limite une prise à deux au close-out parce que les joueurs commencent à se dire oula, Dort il commence, faut faire un close-out sur lui parce que sinon il va être capable de sanctionner. Ça c'est plutôt intéressant parce que comme on a parlé du fait que Shea ou d'autres joueurs perdaient des lignes de pénétration à cause de l'absence de Schroeder, si Dort commence à se retrouver avec un défenseur qui reste vraiment sur lui tout le temps, bah, ça va ouvrir des lignes de pénétration à d'autres joueurs, ça va permettre à d'autres joueurs d'être plus libres. Et voilà quoi. Et en attaque, balle en main, il est super performant. Je trouve que vraiment, tu retrouves un joueur qui est capable de défendre comme défendait Robertson, comme défendait Ferguson, avec un ball handler comme pouvait l'être, peut-être pas au niveau de Reggie Jackson, mais tu vois, un croisement entre un joueur qui était là pour jouer meneur, faire des pick and roll, avoir la balle à main comme était Reggie Jackson ou comme était Dennis Schroeder, avec un joueur qui est capable de défendre comme Robertson ou comme Ferguson. C'est vraiment très très intéressant, je trouve. Et lui, pour le coup, c'est vraiment le joueur qui a peut-être le plus profité de l'absence de Schroeder pour se montrer. Parce qu'il a eu des moments balle en main. Alors il y a toujours eu Shaq et Chris Paul, mais il a un rôle largement augmenté en fait quand il y a que lui et par exemple un des deux autres. Ouais, il est beaucoup plus important balle en main et dans la création, il a pu jouer un peu plus de pick and roll et des choses comme ça, beaucoup plus de tirs à 3 points, tu l'as dit. Alors il a pas été adroit sur les 3 premiers matchs, mais on n'est pas sur des écarts à la Diallo qu'il a des fois, tu vois, c'est vraiment, Diallo il les rentre. Oui, Diallo il les rentre, non. Mais à l'époque Diallo où c'était brick ou soit c'était dedans, soit c'était brick ou airball, là on est sur une constance où ça touche tout le temps cercle, c'est très proche de rentrer à chaque fois ou c'est switch. Tu vois, donc ça c'est plutôt positif pour un joueur qui est encore brut comme lui et que c'était pas le point fort. Et après, bah, comme tu as dit, c'est le two-way player maintenant. En fait, il a complètement excédé les attentes. Tu vois, on en parlait dans le premier live même, ou même avant la reprise des scrimmages, on le mettait un peu en concurrence avec les autres, même s'il était un cran au-dessus. Là, il a un cran encore plus, ouais, il est vraiment au-dessus. Et la comparaison avec Marcus Smart, elle augmente de jour en jour. C'est de plus en plus ça, et vraiment très très intéressant de ce qu'il a proposé. Et la hype monte autour de lui, hein. Il est peut-être même plus tanké que Marcus Smart au duel. Ouais, mais peut-être moins Smart. Il manque un meneur peu ouais. Il manque un peu de vice qu'à Marcus Smart. Ouais, complètement. C'est peut-être une chose qu'il faudra qu'il développe, et il a des bons maîtres, des bons mentors en Schroeder et en Chris Paul s'il a envie de développer ça, je pense. Le vice Chris Paul, ça y le vice Chris Paul, c'est pas trop mal. Non, donc Dort, presque du positif, c'est le point un peu positif à retenir un petit peu de ces 4 matchs. Je vais te laisser enchaîner sur le point suivant, je crois que ça va être un point un peu plus dense, si je me trompe pas. C'est l'attaque, c'est ça, oui. Si je me trompe pas. Je crois que c'est l'attaque. Bon, bah, c'est un point plutôt négatif, là, pour le coup. Juste un petit point sur les statistiques. Depuis la reprise de la NBA à Orlando, OKC est 19e sur 22 en offensive rating. Il y a les Lakers qui attaquent moins bien, mais genre vraiment moins bien. Il y a Toronto et Washington. Horrible les Lakers. Et Toronto, ils ont pas besoin d'attaquer. J'ai envie de dire. C'est pas faux. Mais en attaque, c'est vraiment, vraiment pas terrible. C'est notre pire offensive rating depuis octobre, donc depuis vraiment le début de la saison, il y a une éternité. En attaque, c'est une critique que je vois pas tellement les gens reprocher, mais qui moi m'agace beaucoup. Les équipes coachées par Billy Donovan, peu importe les saisons, ne font pas de passes décisives. Tu regardes les stats, OKC est toujours, même à l'époque Westbrook, OKC est toujours une équipe qui est dans le top 5, enfin bottom 5, des équipes qui font le moins de passes décisives par rapport au panier marqué. Et cette saison, c'est encore le cas, et depuis la reprise, c'est encore pire, puisqu'on est avant-dernier en termes de pourcentage de passes décisives, donc en gros, c'est le pourcentage sur un panier marqué, est-ce qu'il y a une passe décisive ou pas.
Je sais pas si j'ai bien expliqué, mais voilà. Non, complètement. Il y a que les Clippers qui font pire sur ce pourcentage-là. Genre même une équipe comme, je sais pas moi, comme Portland qui cette année était dernière, aujourd'hui est 8e sur la reprise. Donc voilà, en attaque, au niveau des tirs, on est plutôt maladroit sur les tirs extérieurs, notamment les tirs complètement ouverts, on n'est que à 36%. À 36% sur les tirs à 3 points complètement ouverts, ça commence à devenir compliqué. Et ensuite, c'est le fil rouge, quoi, c'est l'absence de Schroeder. Parce que avec l'absence de Schroeder, tu perds un joueur qui scorait 18-19 points par match. Donc si 18-19 points par match, il faut les trouver ailleurs pour les compenser. Et si en plus de ça, tu commences à avoir Shea qui lui passe de 21 à 11 points par match tout en étant maladroit, bah tu vas forcément en attaque, tu galères parce que tes seules options au scoring, ça va être Chris Paul. De temps en temps, Gallo qui va te mettre un tir à 3 points ou au poste. Adams qui n'a pas joué hier, mais Adams qui est plutôt à l'aise offensivement depuis la reprise. Et tu vas avoir Diallo qui va te mettre 5 points parce qu'il va te faire du hustle sur un rebond offensif. Baisley qui va mettre un 3 points quand il a envie d'en rentrer un. Mais en attaque, c'est vraiment difficile. Et ce qui était dommage, parce que OKC cette année était une équipe qui attaquait extrêmement bien. Et on va en reparler plus tard, mais depuis la reprise, OKC est une équipe qui défend bien. Donc si on commence à arriver à cet équilibre entre une équipe qui est pas élite en attaque, mais qui est au-dessus de la moyenne avec une équipe qui défend bien, bah tu peux commencer à devenir chiant. Sauf que là, en attaque, c'est catastrophique. Et le match contre Memphis, c'est vraiment le symbole de ces galères en attaque, parce qu'on n'a pas été foutu d'entrer à tir à 3 points, quoi. Hormis le premier quart où c'était vraiment très satisfaisant, le reste... C'était même abusé, c'était presque parfait. À un moment, on en a dit, on attaque parfaitement, et après, ça s'est éteint d'un coup, quoi. Pour revenir déjà sur ton premier point, politiquement, par rapport à Billy Donovan et le nombre de passes décisives, alors avant, on avait Russell Westbrook et Paul George, donc on jouait beaucoup au ISO, beaucoup en pick and roll, mais bien sûr qu'il y avait des paniers créés par eux-mêmes, tu vois. Et cette année, c'est un peu la même chose, parce que sur la plupart des écrans qu'on prend et les dribble end-off que Schroeder, Shai ou CP peuvent prendre, souvent en fait c'est des eux où vont tirer. En final, il y a très peu de pick and roll, hein. On parle des lobes pour Noël ou des passes pour Adams, il y en a très peu par match, hein. Donc le peu de passes décisives, ça il y en a très peu, et il y a un peu de passes décisives pour les 3 points, mais Gallo ce qui en met le plus, souvent en prend déjà ou il se les crée tout seul. Donc après, c'est les quelques de Dort, en fait, c'est très peu décisif, parce que c'est comment fait jouer Billy Donovan, et c'est pas forcément un problème si tu trouves des solutions hautes, et ce qu'on a fait toute la saison, hein. On a été plutôt efficace et ça a été plutôt agréable à regarder jouer, hein, même s'il n'y avait pas énormément de passes décisives. Donc pour moi, ça peut être problématique, mais c'est pas... En fait, on a toujours été comme ça. Oui, mais justement, effectivement, je te rejoins sur le point que quand t'as Dennis Schroeder, quand t'as Shai Gilgeous-Alexander et quand t'as Chris Paul qui sont tes meilleurs marqueurs, effectivement, tu vas avoir des joueurs qui vont beaucoup jouer en ISO, donc forcément, t'auras pas beaucoup de passes décisives. Sauf que, justement, quand tu commences à être en galère en attaque, quand tu commences à avoir des joueurs comme Shai qui sont plus capables de créer leur tir et de marquer, justement, ce qui sera intéressant, c'est que Billy Donovan réponde en proposant des systèmes où tu as beaucoup plus de mouvements de balle, et où justement, ce mouvement de balle va amener à des paniers faciles. Sauf que là, tu l'as pas. Ce qui fait que tu te reposes quasiment que si Chris Paul met pas ses pull-ups à mi-distance en ISO, bah t'es en galère en fait, et t'as pas de solution, t'as pas de plan B pour attaquer autre que l'ISO, quoi. Donc là, ça commence à devenir compliqué. En fait, quand tout fonctionne bien, ça va, mais par contre, quand ça s'arrête, qu'on n'est plus adroit, ça devient vraiment compliqué, ça devient négatif, en fait. Comme tu dis, il y a rien qui se crée, ça joue à un écran, il n'y a pas grand chose autour. Non, ça, je suis d'accord. Et d'ailleurs, Billy Donovan a été assez laxiste hier, quand ça se passait vraiment mal. Et ça peut être un petit peu un reproche qu'on peut lui faire. Bon, il avait pas trop eu besoin sur le premier match, mais là, il a été un peu laxiste. Et après, moi, ce qui m'embête le plus sur l'attaque, au-delà de ça, c'est l'inconstance, quoi. C'est... hier, premier quart-temps exceptionnel, du read, des tirs ouverts, tout le monde impliqué. Pour le coup, la balle tournait un peu mieux. Tu sais, t'avais des extra passes, t'avais du jeu au large et tout. Et après, tout s'arrête, quoi. Ça devient du Chris Paul qui essaie de se créer des choses tout seul et qui essaye de forcer un petit peu. Gallinari, quand il est pas dedans, c'est compliqué. Là, il y avait pas Adams, c'est pas Schroeder qui manque énormément offensivement à Schroeder. Parce qu'il apporte beaucoup de choses. Ouais, il apporte beaucoup de choses. Mais Adams, tu vois, les gens, je pense, ont compris pourquoi Adams c'était important et qu'on pouvait pas faire jouer que Noël hier. Parce que défensivement, il a un impact, même offensivement, pour les jeux au poste dans les passes,
au-dessus de Noël largement. Même dans les écrans, c'est primordial, quoi. Après, Adam, c'est pas exemple de tour proche, hein, parce que non. tu vois le match contre Denver, ce qu'il prend face à Jokic, bon. Et il est pas agressif en attaque, et voilà, alors que les Lakers, il était juste parfait dans son rôle. Et donc offensivement plutôt compliqué, plutôt inconstant. Je vois que Sacramento nous pose des questions très Hill contre Adams. Je sais pas trop. Je t'avoue que Hill m'intéresse, mais il montre des choses moyennes sur la partie de saison, et Adams c'est plutôt important dans notre effectif, et ça devient un petit peu, je vais pas dire une légende d'OKC, mais une figure dans le vestiaire, je pense, et tout. Puis on a tellement d'arrière et meneur que... Ouais, c'est ça. Au début de saison, je t'aurais peut-être dit oui en plus, donc parce que je pensais qu'on n'allait pas évoluer comme ça et qu'on allait faire des trades, mais là c'est plus compliqué à accepter. Je veux bien Harry Giles par contre, Sacramento s'il vous plaît. D'autres choses à rajouter sur l'attaque, ou est-ce qu'on enchaîne sur un autre point? Bah non, mais on peut juste conclure en disant que on va espérer que l'attaque revienne. Je pense pas qu'on sera beaucoup plus efficace que ça tant qu'un certain meneur allemand sera pas revenu. On peut faire le point peut-être sur Schroeder maintenant. Il est parti lundi. Mardi. Ouais, on a eu la news lundi lundi ou mardi. Et je crois que mardi on avait les photos parce qu'il a pas joué contre Denver, mais il était déjà parti. C'était lundi. Et mardi, on a eu les photos de sa femme qui a mis le bébé sur Instagram, etc. Donc tout va bien. Il y a eu des news hier ou avant-hier sur Instagram où il s'entraînait, etc. Et pas de news sur son retour. Alors pour l'info, s'il s'est testé tous les jours pendant qu'il était hors de la bulle, il aura 4 jours de quarantaine. Et que c'était négatif, bien entendu. Si il a pas fait ça, c'est 10 jours. Donc en gros, s'il revient dans le week-end, il sera là pour les playoffs. S'il revient début de semaine aussi, on va dire. Il loupera probablement la fin de la saison régulière. Mais s'il a pas fait les tests, que je ne pense pas, je vous avouerai, ça sera 10 jours et là, ce sera plus compliqué. Bah, tout dépend quand il revient. Les playoffs, ça débute quand? Le 17 août? C'est ça. On va dire, faut qu'il revienne, ouais, mais tu vois. Déjà là, s'il revient aujourd'hui, qu'il fait 10 jours de quarantaine, on est le 18. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, donc faut espérer qu'il ait fait les tests déjà, parce que de 4 à 10, ça fait un gros écart. Ça fait un très gros écart. Ah bah, tu peux avoir un, voire 2 matchs de playoff entre deux. Ouais. Si, déjà là, on n'a toujours pas la news de Dennis Schroeder est arrivé à Orlando. Non. Donc, on l'attend quand même, parce que ça va faire une semaine quasiment qu'il est parti. Mais après, c'est le problème au Casey, c'est qu'ils disent jamais rien. Donc, de toute façon, un jour, il va jouer, on saura même pas qu'il est là. S'il arrive à Orlando, oui, normalement, les reporters vont dire Dennis Schroeder est arrivé à Orlando. Oui. Je veux bien que la franchise dise rien. On reparlera de Diallo plus tard, mais là, s'il arrive, les gens, enfin, les reporters vont le dire. Après, faut qu'il revienne vite, parce que quand tu vois cette équipe, comment elle est en galère offensivement, tu te dis que, et surtout le peu d'apport du banc au niveau du scoring, tu te dis que bon, Schroeder a intérêt de vite revenir, parce que OKC se retrouve en difficulté sans lui. Et là, tu vois que on parlait de l'impact d'Adams et du fait qu'il était important dans cette équipe. Là, tu vois que Schroeder est très 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 important dans cette équipe-là aussi. Très très important. Et tu vois, dans le clutch contre Denver, il est là, c'est pas la même chanson, c'est pas la même chose. Je pense que ça perd pas. Alors on peut je pense qu'en prolongation, c'est pas Chris Paul qui prend tous les tirs. Même en prolongation, voilà. Pareil, hier, il a apporté une énergie, alors ça aurait peut-être pas changé tout le match. Mais ça aurait changé certaines choses, il aurait scoré, lui il est tout le temps dans l'intensité aussi, donc ça aurait changé pas mal de choses, donc on peut espérer juste qu'il revienne assez rapidement et que tout va bien pour lui aussi quand même, puisque c'est le principal, voilà. Adams devrait jouer demain, à mon avis il est là. Il était pas loin de jouer, voilà. Muscala apparemment va mieux aussi, il serait pas loin d'un retour, parce qu'il aurait manqué hier aussi, tu vois, typiquement, au lieu de voir du Kevin Hervé, voir du Muscala, ça m'aurait pas dérangé. Surtout avec l'absence d'Adams, quoi. Ouais, c'est ça. T'avais besoin de Muscala pour apporter un peu, quoi. L'autre point maintenant qu'on va aborder, et c'était une interrogation qu'on a eu dans le premier live pour le coup, c'était un petit peu les rotations de Billy Donovan. On avait fait un peu nos pronostics avec Nader, avec Ferguson, avec Diallo, aussi comment a été utilisé Beasley, Robertson. Pour faire le point, donc rotation classique, on va dire sans Schroeder, hein, le 5 majeur du gros temps de jeu. Petite surprise, et encore tu me diras que toi non, mais Diallo est le premier entrant à l'aile et a un temps de jeu plutôt correct, et on reviendra sur lui, mais il a fait des perfs plutôt intéressantes dans le Diallo qu'en fait on avait au tout début de saison avant qu'il se blesse et qui était intéressant, un petit peu ce qui faisait sa hype.
Ensuite du Nerlens Noel, on a eu un petit peu de Muscala quand on en avait besoin avant qu'il se blesse. D'ailleurs, il avait bien 3 points sur sa première possession. C'est un peu dommage qu'on l'ait pas revu. Ouais. Très peu de Nader, à part contre Denver où là c'était plus un besoin. Il a fait un bon match, mais je pense qu'on le verra de moins en moins. Robertson, c'est très peu aussi. C'est souvent en fin de deuxième quart-temps ou début de deuxième quart-temps. Mais il est rarement là, ou fin de match contre Denver où fallait défendre, mais là c'était une mesure exceptionnelle dans le clutch. Donc voilà, rotation Diallo. Après quand Schroeder reviendra, on le verra un peu plus. Beasley a pas mal de temps de jeu parce que ça, comme tu l'as un petit peu mentionné, Gallinari est économisé pour des raisons qu'on ne sait pas forcément. Mais il a un temps de jeu très limité, donc à part contre Denver avec les prolongations, au final il a eu un temps de jeu normal. Mais sinon c'est autour de 20 minutes. Sûrement pour ses antécédents de blessures, etc. Mais les reporters d'OKC n'ont pas encore demandé ça à Donovan. C'est un peu dommage. Je vous avoue que c'est une question que j'aurais aimé poser. Et à voir s'il y a quelque chose derrière. Donc voilà pour les rotations. Donc petite surprise pour Diallo. Je sais que toi t'étais dans le train Diallo depuis le début. Qu'est-ce que t'as pensé un petit peu déjà de ce banc, on va dire, parce que le 5 ça a répondu un petit peu aux attentes. Je vois pas mal de commentaires négatifs sur Ferguson. Bah il a joué 3 minutes hier, ça a été compliqué. Ouais, ça devient compliqué pour lui aussi. Donc Diallo, Ferguson, un petit peu, vas-y, fais ton point sur le banc. Bah déjà, je pense que beaucoup de gens doivent des excuses à Hamidou Diallo pour avoir douté de lui, pour avoir quitté le train Diallo, quand certains sont restés. Mais non, plus sérieusement, très bien Diallo. Je m'attendais pas forcément à ce que ce soit lui qui, dès le premier match, soit le premier mec sur les ailes en sortie de banc. Je pensais qu'on allait peut-être avoir un peu plus de Nader ou peut-être un peu plus de Robertson. Non, vraiment, quand tu regardes les temps de jeu, c'est vraiment Diallo qui est considéré comme le joueur au poste 2-3 qui est utilisé le plus en sortie de banc par Billy Donovan. Diallo qui a amené des choses vraiment très intéressantes, ce qu'on aimait de Diallo en début de saison et qui marque même de loin, qui met son énergie, ouais, vraiment intéressant. Et oui, il n'y avait pas beaucoup de monde dans le train Diallo encore, mais bon. Non, on était 7. Mais oui, bah Diallo qui commence à rentrer des 3 aussi. Donc là, ça commence à devenir intéressant. Après, je pense pas qu'on verra Diallo planter des 3 à tous les matchs, mais dans ce qu'il apporte, c'est ce que j'ai toujours défendu chez lui, c'est que Diallo, effectivement, il y aura toujours du déchet dans son jeu, il y aura toujours des moments où tu vas te dire, Diallo, là, il prend un tir n'importe comment, ou il tente un drive un peu compliqué pour lui, mais quand tu regardes son hustle, il prend des rebonds, il se donne en attaque. En défense, effectivement, c'est pas parfait, mais il continue à se donner. Il prend moins de fautes, il est moins naïf en défense que... Alors que tout le monde est sanctionné, presque sauf lui, j'ai envie de dire. C'est ça qui est hallucinant. C'est ça, en fait, il y a que Diallo qui fait pas de faute, parce qu'on va revenir sur la défense après. Mais vraiment, Diallo, je trouve que c'est très intéressant ce qu'il propose. Et ensuite, pour revenir sur les autres, Nader, on l'a pas beaucoup vu jouer. De ce qu'il apporte, c'est des 3 points, un petit peu en attaque. Là, contre Denver, elle a été plutôt intéressant. Après, c'est Robertson. Robertson, il doit jouer 9 ou 10 minutes, grand max en moyenne depuis la reprise. Bon, ça s'est un peu calmé, là, la hype sur Robertson, maintenant qu'il affronte une vraie rotation NBA. Qui marque plus les grands 3 points. c'est ça, il met plus des daggers à 3, donc forcément, on est moins bien. Après, Ferguson, c'est difficile de le juger étant donné qu'il a été blessé. Et qu'il joue pas. Et qu'il joue pas non plus, mais après, s'il joue pas, c'est peut-être parce qu'il est mauvais aussi, donc... Mais concernant la rotation de Billy Donovan, je trouve que il fait un peu avec ce qu'il peut, parce que si tu regardes les derniers matchs, t'as pas de Schroeder, t'es obligé de mettre Noël dans le starter, t'es obligé de mettre Noël dans le 5 majeur, parce que t'as pas Adams, t'as Muscala qui pouvait être une rotation plutôt correcte sur le poste intérieur, avec Noël en tant que titulaire, bah tu l'as pas non plus, donc forcément tu te retrouves avec... un banc qui est beaucoup plus faible que ce qui était prévu, mais encore une fois, et aussi on peut parler de Beasley, parce que Beasley, on était tous très contents de voir ce match de scrimmage. Lui aussi s'est bien calmé, notamment... C'est régulier, hein. Oui, c'est régulier, mais quand tu vois le Beasley des matchs de scrimmage, tu te dis il a progressé sur son tir, là où sur les matchs, il a pas du tout progressé, quoi. Ses tirs à 3 points, il y a une séquence, je sais plus si c'est contre les Lakers ou si c'est contre Memphis, où il se retrouve absolument seul à 3 points, et où il hésite à prendre le 3.
Ça, c'est sûr. Et hier, il te fait un énorme airball absolument affreux. Donc forcément, là pour le coup, j'ai pas trop envie de critiquer Billy Donovan sur ses rotations. Je pense qu'on peut le critiquer sur d'autres choses sur cette reprise, notamment sur le fait qu'il attend 15 minutes pour prendre un temps mort quand l'équipe va pas bien, ce qui m'a toujours énervé chez lui. Mais au niveau de ses rotations, il fait un peu avec ce qu'il peut ces derniers temps. Et déjà le retour d'Adams et le fait de redécaler Noël sur le banc, je pense, va faire du bien à cette équipe. Et le fait de retrouver Dennis Schroeder, quoi. Ouais. Quand tu vas retrouver Schroeder, tu vas te retrouver avec tes rotations habituelles. Et là, je pense que le banc tournera beaucoup mieux. Puis de faire jouer Gallinari, c'est son vrai temps de jeu. Hein. Parce que je sais que des fois il est moyen et tout, mais c'est une autre équipe offensivement quand il est là. Il a cap justement, donc là le fait qu'il joue 20 minutes, qu'il ait juste des passages. En plus il a des passages longs. C'est ça qui est bizarre, c'est qu'il va jouer les 7 premières minutes, on va plus le voir 10 minutes et il va rejouer 8, tu vois. C'est un peu incompréhensible comment l'utiliser, c'est vraiment quelque chose moi qui m'intrigue. Pour revenir sur Ferguson, je vois pas mal de choses. Toi t'as beaucoup dit sur Diallo, je pense qu'il n'y a pas grand chose à rajouter, c'est la bonne surprise. Sur Ferguson, déjà, il est là encore l'année prochaine. Son option a été élevée sur sa dernière année de contrat rookie dès le début de saison, donc il est encore là l'année prochaine. Donc il faudra discuter d'une prolongation, je pense, l'année prochaine. Il n'en aura pas avant. Qu'est-ce qu'on va lui proposer? C'est une bonne question. Si ça reste comme ça, que ça bouge pas, qu'il est derrière dans la rotation, il est derrière Diallo, il est derrière peut-être Nader et tout. Il sera derrière Dort, c'est sûr. Donc pas sûr qu'il soit prolongé. Après, ne pas non plus, comme on l'a fait avec Diallo, forcément descendre du train tout de suite, parce que Ferguson, toute la saison par contre, il était défenseur élite. Ça c'est quelque chose que vous pouvez pas enlever à Ferguson, hein. C'est défensivement c'est monstrueux, c'est pas Dort physiquement, mais il est monstrueux dans les termes de notamment sur les écrans non porteurs, pour traverser, pour passer, c'est vraiment très 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 fort. Et après c'est offensivement, à partir du moment où il pourra mettre des tirs, il sera intéressant. S'il est encore, comme tu l'as dit dans le premier live, en running et pendant le match, ça sert pas. Oui, voilà, il sera pas prolongé, c'est certain. Pour revenir pour Beasley, je serais peut-être pas aussi négatif. Alors hier, c'était très compliqué, il a des passages compliqués quand il n'est rien, quand c'est compliqué offensivement, qu'il est pas à droit. C'est un joueur qui a besoin de ça, qui a besoin de scorer, je pense, et qui a besoin d'avoir la balle en main. J'adore quand il prend le rebond, qui remonte le cercle sur open court, là, qui peut traverser le terrain, en fait. Et je pense qu'il y a peu de joueurs NBA capables de faire ça. De sa taille, voilà, donc vraiment intéressant. Il a eu des passages plutôt bons, hein, où il va marquer sur Gobert, notamment le premier match, je l'ai trouvé intéressant, il a été bon. Et après là, oui, il a perdu en rythme, il a perdu au niveau de l'adresse. Donc ouais, plutôt compliqué pour Beasley sur ces derniers matchs. Mais ouais, comme tu l'as dit, les rotations pour l'instant on peut pas faire autrement. Mais pour le coup, on avait cette question de rotation de playoff. Si Schroeder revient avec Noël en sortie de banc, ça fait 7 joueurs. Et le 8ème, ça risque peut-être d'être Diallo pour l'instant. C'est ça, tu vois, qu'on s'attendait peut-être pas. Bah ouais, enfin, après si tu fais une rotation de playoff, je pense que tu tournes à 9. Là, je pense que les rotations de playoff, elles sont quasiment décidées. T'as le 5 majeur normal, t'as Schroeder, Noël, et t'as Beasley et Diallo qui vont sortir du banc et qui vont être les deux joueurs plus pour faire une rotation à 9, quoi. Je pense pas qu'on prendra d'autres joueurs ou vraiment Nader et Robertson sur des très très courtes séquences, peut-être un peu de Muscala, mais vraiment je pense que là, si on joue Denver et que c'est grand en face, ça peut être intéressant. Tu sais, s'ils font jouer Plumlee et Jokic ou quelque chose comme ça, il pourrait être intéressant. Ouais. Oui, bah, comme dit dans les commentaires, taper sur Beasley hier, ça a pas de sens. Non, mais c'est sur les autres matchs qu'on en parle aussi, tu vois. Oui, voilà, on analyse tout, et juste ce que je veux dire, c'est que je tape pas sur Beasley juste pour lui taper dessus, c'est juste que sur le match d'hier, c'est flagrant parce qu'il se retrouve ouvert à 3 points, vraiment avec personne autour, et il a une seconde où il hésite à le prendre, là où dans les matchs de scrimmage, il aurait pas hésité une seule seconde. Ouais, le fait qu'il perde confiance, c'est plus inquiétant en fait que le fait qu'il rate, honnêtement. C'est plus ça, moi, qui m'embête. Donc là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi. Donc voilà pour les rotations. Donc encore une fois, on est dans l'attente du retour pour les blessés. Je crois que ça commence déjà de parler des matchs playoff. Constant, on arrive. Il reste un point à aborder, c'est défensivement. Je pense que là-dessus, tous les deux, on est d'accord. Ça a été plutôt positif. Bon, à part hier où on a arrêté de défendre tout simplement pendant 3/4 temps. Il y avait zéro envie, zéro intensité. Ouais, je pense qu'on avait plus envie de jouer. Sur les 3 premiers matchs, c'est plus que positif, hein. Bon, Utah, c'est très faible offensivement, honnêtement. Il n'y a pas trop eu de soucis. Très intéressant contre Denver, on les limite en termes d'adresse. Bon, quand Jokic est énervé, c'était compliqué, mais Michael Porter Jr. fait un match exceptionnel. Et sans ça, sans son adresse ultime, ouais, sans son adresse là,
le match il est remporté bien plus largement. Et après contre les Lakers qui sont catastrophiques en attaque depuis la reprise, notamment en adresse extérieure, on a été plus que cohérent. Donc est-ce que c'est pas aussi le point positif, comme tu l'as dit, on devient une équipe défensive plus que correcte et Schroeder revient et c'est pas le dernier dans cette catégorie non plus. Oui, bah je suis d'accord avec toi. Le match contre Utah, effectivement, c'est l'Utah de début de reprise qui était vraiment pas bon offensivement, même si ça va mieux entre guillemets pour eux depuis. Après, le match contre Denver, c'est un match un peu particulier parce que effectivement, on défend bien sur les extérieurs. Après, on prend quand même Michael Porter Jr. qui fait un match incroyable avec une superbe adresse au tir extérieur. Par contre, à l'intérieur, on en a parlé un petit peu avec la performance d'Adams, on se fait rouler dessus par Jokic, quoi. Ouais. C'est-à-dire que Jokic a montré que autant Adams, si tu lui mets un pivot qui joue près du cercle et qui est plutôt athlétique comme Gobert, il va te le tenir sans problème. Par contre, si tu joues si tu lui mets un pivot qui va jouer un peu plus au large comme Jokic, il va vraiment avoir des difficultés. Il lui a roulé dessus. Il a montré aussi un petit peu, et ça c'est un de tes arguments, c'est la limite physique un petit peu qu'on peut avoir parfois. Tu sais, face à Denver, on s'est vraiment fait ouvrir dans la raquette. Ils ont fait un peu du bully ball. Hein. C'était vraiment tout dedans, surtout qu'ils mettaient pas de tir. Même Michael Porter Jr., la moitié de ses tirs, c'est sous le cercle, il va marquer. Hein, sans quand il met pas loin. Donc ouais, ça a montré une limite défensive là. Après, contre les Lakers, c'était une bonne performance défensive, pas juste sur les joueurs extérieurs, mais je trouve qu'on a très bien tenu Anthony Davis. Là, pour le coup, bravo à Adams qui s'est très bien rattrapé et qui a largement tenu Anthony Davis. Après, sur le match d'hier, Nerlens Noel s'est fait rouler dessus par Valanciunas. Même notre secteur intérieur, de manière globale, Bazley a eu beaucoup de difficultés face à la rotation intérieure de Memphis. Après, en défense, je suis plutôt mitigé dans le sens où je trouve que sur les extérieurs, on défend très bien, même tout ce qui est en rapport avec la ligne à 3 points, les shoots extérieurs, je trouve qu'on les défend très bien. Par contre, il y a 2 points qui sont vraiment négatifs pour moi. Le premier, c'est qu'on fait trop de fautes. Et là, ça commence à devenir flagrant sur le fait que dès que l'adversaire commence à un peu jouer au poste, commence à un peu plus s'approcher de l'extérieur, on a beaucoup de mal à pas faire de fautes. Et ça, c'est lié avec le deuxième point qui est que c'est compliqué la défense à l'intérieur. Et je parle pas juste d'Adams qui défend sur un pivot. Je trouve que dès que t'as un adversaire qui commence à s'approcher du cercle, on lui donne 2 points trop facilement, quoi. Et c'est mon principal reproche sur Adams, c'est que Adams est un joueur super athlétique, un joueur très tanké. Par contre, c'est un joueur qui est très terre à terre, qui est très au sol et qui va pas monter dans les airs. Il va plutôt te verrouiller le rebond que d'essayer de jouer le contre, déjà. C'est ça. Et tu te retrouves avec un manque, je trouve qu'on a un manque de dissuasion à l'intérieur, ce qui fait que nos adversaires vont se dire, il y a Steven Adams, bah je vais aller pénétrer parce que de toute façon, la probabilité que je me fasse contrer par Adams, c'est très faible. Non, ça je suis complètement d'accord avec toi. Bon, les fautes c'est pour beaucoup d'équipes, hein. Mais nous ça devient problématique parce que c'est beaucoup de joueurs. Mais on sait que par exemple Doncic, Harden ont eu des problèmes de fautes, même Davis en a eu. Voilà, il y a eu pas mal de soucis pour pas mal d'équipes. Mais là, nous, ça devient problématique parce que on n'est pas très profond en rotation par rapport à Denver. Ouais, Denver, ils avaient pas 3 starters, mais au final, c'est Michael Porter Jr. qui joue à la place, il en met 30. Montemoris est très solide, même dans le clutch, donc c'est des effectifs beaucoup plus profonds que nous, et du coup c'est beaucoup plus problématique que nous. Le match contre Denver, quand Shai a 4 fautes et joue avec 5 tout le début du quart-temps, au final on a peu vu Shai sur le match, hein, et ça quand t'as déjà pu Schroeder, ça devient problématique. Donc je suis d'accord avec toi pour les fautes, il faut s'adapter à ce nouvel arbitrage dans la bulle, c'est quelque chose de différent, ce nouveau rythme aussi de jeu. Et après physiquement, si déjà on est en déficit physique, du coup faute, c'est flagrant. Il y a beaucoup de fois où on essaie de contester cet avantage physique par des fautes, on va tenir le joueur à faire des fautes un peu bêtes, et après sur les drives, ouais, on est mauvais dans la gestion des drives. En fait, si on stoppe pas le joueur, comme tu l'as dit, dès les dribbles, une fois qu'il est proche du cercle, pour nous c'est compliqué, même sur des rebonds off parfois. Je pense que là, défensivement, en termes de rebond défensif, je suis pas sûr qu'on soit au top depuis la reprise. Ouais, je nous trouve, on se fait dominer simplement parce que physiquement c'est dur et on est un peu moins prêt. Et comme tu l'as dit, Adams, avec toutes les qualités qu'il a, et Nerlens Noel n'est pas forcément meilleur que lui parce qu'il saute partout et que c'est pas positif tout le temps. On est en difficulté. Donc ouais, là-dessus il va falloir trouver des solutions. Faut voir qui ont joué en playoff là-dessus, et je pense que ça va nous faire une bonne transition pour la fin de ce live.
mais ça pourrait être problématique sur certains matchs. Après, comme tu as dit, effectivement, si t'arrives pas à arrêter ton joueur à mi-distance, en fait, tu prends quasiment 2 points. Et, mais hier, Dillon Brooks, quand il passe Shea, déjà on défend pas sur le dribble, et après il passe un plot, en fait. Tu sais, c'était Adams, si Noël s'était arrêté, il voulait pas faire faute, c'était un plot. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un ou deux lay-up en deuxième mi-temps, tu te dis mais oh là là. Et il y a plusieurs actions où c'est ça, et des fois quand on défend au moins la première partie, que le joueur reste au contact. Nous, je pense que ça dépend beaucoup des extérieurs, parce que notre intérieur, comme tu as dit, c'est moins protecteur. C'est plus intéressant. Parce que même Adams, Noël le fait beaucoup, mais même Adams le fait, plutôt en second rideau, c'est plus intéressant. Ça sera pas Gobert qui peut prendre le joueur qui arrive plein B et va gêner son tir. C'est ça. Donc là-dessus, ouais, je pense qu'on est plutôt d'accord. On a fait un peu le point sur tout ce qu'on voulait faire sur ces 4 premiers matchs. Il nous reste une petite dizaine de minutes, si je me trompe pas, mais peut-être un peu plus. On va parler des 4 matchs qui restent, d'abord. Donc ça va aller vite, hein. Et après, on parlera des match-up playoffs. Donc là, il reste 4 matchs. Washington, ça doit être une victoire. Puis Phoenix. Ensuite, là, ça sera plus compliqué, parce que très bonne équipe de Phoenix depuis la reprise, qui va clairement jouer le play-in jusqu'au bout, va essayer de se qualifier pour le play-in. Et ensuite, 2 gros matchs Miami, à voir qui joue, s'ils font reposer ou pas. Mais Miami, c'est très solide, ça joue bien. Et enfin, les Clippers. Donc là, encore une fois, à voir qui joue. Il y aura peut-être le retour d'Arel, on sait pas. Enfin voilà. Kawhi joue pas ce soir d'ailleurs, par exemple, pour Portland, c'est encore un petit avantage. Donc ouais, il faut en prendre quelques-uns, au moins 2, c'est le minimum. De toute façon, le seul truc qui est en jeu maintenant, c'est de remettre en forme tout le monde. On va pas finir 7ème. Et après, c'est du calcul de match-up, mais tout le monde est calcul. On a vu que Utah a laissé des matchs, Houston, on sait pas trop. Ça devient compliqué là. Ah bah clairement, après, de toute façon, les calculs là, ça sert plus à rien, parce que quand tu vois que Utah a quand même a mis au repos 4 de ses 5 starters. Hier, c'était infâme. Oh là là. Et même Clarkson joue que 25 minutes. Enfin, c'était... mais ils ont rien respecté. Tu vas voir que ce soir, contre Denver, ils sont capables de faire pareil. Ils sont capables de dire, bon allez, on met tout le monde au repos. Clairement, j'attends de voir ce qu'ils vont faire. Ouais. Mais clairement, ce que vise Utah, c'est la 6ème place. Eux, ils sont dans une logique de... On s'est fait éliminer les 2 dernières années par Houston, pas 3. C'est vraiment... ouais, je pense. Ils savent qu'ils vont se faire tuer par Houston, c'est sûr. Mais là, clairement. Voilà. C'est le pire match-up pour eux, et ouais. Bah, c'est la pire match-up, surtout parce que le principal défaut des Rockets, c'est leur défense. Et si tu veux espérer battre les Rockets en playoff, il faut que tu aies une bonne attaque. Ce qui n'est pas le cas de Utah actuellement. Non. Puis la défense en drop de Gobert sur Harden, ça va durer... Voilà, on l'a vu les dernières années, hein. Ça a très peu marché. Et là, en plus, il n'y a même plus Capella, donc voilà, c'est... Clairement, ouais, je pense que Utah veut éviter Houston, et comme tu l'as dit, peut-être qu'ils font exprès de perdre, à voir, hein. On peut jamais trop savoir. Après, ça se trouve, Houston finira devant Denver. Enfin, ça se trouve, il peut se faire prendre à leur propre jeu, parce que c'est serré, hein. Même les Clippers, j'ai vu passer, sont sûrs de finir deuxième, pas forcément. Ils sont à un match et demi, je crois. Ils ont de la marge. Je suis d'accord avec toi, je les vois pas descendre, mais il faut pas qu'ils fassent n'importe quoi, hein. Tu vois, ce soir, ils jouent Portland, ça peut perdre sans Kawhi. Si Denver bat Utah, il y a quoi? Il y a 0,5 matchs d'écart, je crois. Si je me trompe pas, de tête. Donc, rien n'est encore fait, à part peut-être Dallas, ou moi, que je mets bien derrière. Dallas, je crois, est quasiment sur des 7. 7ème, ouais. Donc derrière, c'est vraiment du calcul. Et là, du coup, oui, sur les derniers matchs, nous, jouer le mieux possible, gagner le maximum de matchs. Au bout d'un moment, on peut pas calculer, et puis les autres calculent aussi, donc autant être propre. Combien on nous va finir? En fait, ça dépend du tas. S'ils font exprès de chuter, ils peuvent être derrière nous, mais bon, la défaite de hier nous fait un peu de mal. Je pense qu'on ne sera pas devant Houston. Je ne pense pas. De toute façon, le vrai débat, c'est... Vu que tout le monde est à Orlando, la vraie question, c'est est-ce que tu finis 6 ou est-ce que tu finis 5-4? À partir du moment où c'est pas très intéressant de se demander est-ce qu'on finira devant Houston à partir du moment où t'as pas l'avantage du terrain. Concrètement, c'est est-ce qu'on joue Denver ou est-ce qu'on joue les Rockets? C'est ça. C'est aussi simple que ça la question. Et là-dessus, toi et moi, on n'est pas d'accord. Oui. C'est le débat éternel, et je vois qu'en commentaire ça avait commencé. Je préfère jouer les Lakers, non, parce que LeBron en playoff, c'est gentil 2 minutes, mais je pense qu'il va un peu s'énerver. Je préfère éviter. C'est ça. Et puis Anthony Davis. Puis oui, Davis, on l'arrête sur un match, mais sur 4 ou sur une série de 7. Voilà. Mais je vois pourquoi on préfère jouer les Lakers, ils sont pas bons, mais bon voilà. Alors moi, je préfère jouer Houston. Non, je préfère jouer Denver, pardon. Ah, tu vois, tu m'as... le lapsus.
Voilà. Non, je Révélateur. préfère jouer Denver. Alors pourquoi? Parce que le premier argument, il est un peu subjectif, mais c'est de ce comment je l'ai vu, mais j'ai pas confiance en Denver en playoff. Leur dernière campagne de playoff m'a pas convaincu pour voir que c'était une équipe qui était dominante en saison régulière, qui ont Jokic qui est censé être top 10, on va dire, NBA. Moi, je suis pas fan de la construction autour d'un pivot, notamment en playoff. Je suis pas fan de ce qu'ils ont construit. Il y a pas de lieutenant. Donc, à part si Michael Porter devient monstrueux, mais il devient un lieutenant, mais oui, Utah tous les jours, hein, ça on ne cite pas, on cite que les deux autres ça parce va que être ça paraît plus compliqué au probable. niveau du classement. Mais sinon c'est Utah, c'est sûr. Ça c'est voilà. Mais oui, du coup je préfère jouer Denver et j'ai peur des Rockets. Je suis haut sur les Rockets. En fait, je vois, pour regarder beaucoup les Rockets pour Westbrook, je vois le potentiel qu'il peut avoir. Alors ça peut exploser à tout moment, ça c'est certain, surtout si ça met pas dedans, etc. Mais le potentiel de disruption défensive, le potentiel de scoring peut nous faire très très mal. Et je sais qu'on a des arguments pour défendre Harden et Russ, mais sur une série, on les peut pas les défendre pour moi. Enfin, je vois Dort, ok, c'est un rookie, Schroeder, etc. Mais sur une série, je pense qu'Harden prend l'avantage et que ça nous embêtera en fait de jouer sur une équipe aussi petite et on n'arrivera pas assez à pénaliser leur manque de taille offensivement et défensivement. Ce que arrive à faire d'autres franchises. Ce qu'arrive à faire Denver, par exemple, je pense qu'ils peuvent les pénaliser un petit peu, même si je les vois pas gagner contre Houston, mais ils seront plus capables que nous, donc voilà un petit peu mes arguments, en fait. Pour séparer en deux ce que t'as dit, je suis plus pas d'accord avec ce que t'as dit sur Denver que pas d'accord avec ce que t'as dit sur Houston. Tiens, si dernier point, au niveau émotion, je veux pas prendre les Rockets, c'est trop. Je peux pas. C'est genre reprendre Ça va Westbrook être en trop premier tour bien. des playoffs. Non. Parce que ça veut dire que si on gagne, je serais très content et tout, mais Westbrook sera encore au premier tour. Et s'ils nous battent, bah, je serais dégoûté. Donc, non, c'est mort. Je veux pas jouer les Rockets. Mais moi je suis en mode pas de pitié. Oui, je sais, mais toi. J'adore Westbrook, mais à partir du moment où tu si quittes Westbrook l'équipe. si Westbrook nous sort, mais non, je peux pas. Non, émotivement, c'est pas possible. Mais ça risque d'arriver en plus, hein. Non, mais on y va tout droit, hein, de toute façon. Ouais, on y va tout droit. À part si on fait ouais, non. Non, mais c'est écrit là que la saison de KC, elle peut que se terminer contre un premier tour contre Houston. Mais pour revenir sur une question de match-up, je trouve que t'es haut sur les Rockets, mais t'es trop bas sur Denver, parce que quand tu vois comment joue Denver, il manque 3 starters à Denver. Il manque 3 starters, ouais, mais et pourtant... c'est ce qu'on disait, quel renfort ça leur apporte. Enfin, en rotation, je veux bien. Ah mais si, quand même. Murray, des fois, il est pas ouf. Harris, c'est pas bon. Je suis désolé, il est pas bon. Non, mais Gary Harris, offensivement, est pas bon, mais en défense, il est actuellement élite. Et actuellement, Michael Porter est meilleur que Barton. Donc, à part ouais, mais là... justement, c'est quoi la rotation Ouais, mais ils seront obligés de faire jouer Craig. Ils seront obligés de faire jouer Craig pour défendre. Tu vois, ils peuvent pas jouer que les deux autres, je pense. Tu vois, c'est ça la problématique. Ce que fait Torrey Craig, Gary Harris peut le faire. Tu peux te retrouver avec Gary Harris qui défend sur l'extérieur adverse, le meilleur extérieur adverse, pendant que Michael Porter Jr. est décalé en 3 et que pendant que lui, il plante 30 points et 13 rebonds. Mais après, au niveau des match-ups, je trouve que toi, tu préfères parier sur Denver parce que tu considères que le plafond de Houston est plus haut que celui de Denver. Très haut le plafond de Houston. Ce qui est vrai. Mais moi, je suis dans le point de vue inverse et je préfère parier sur une équipe, je préfère parier sur une équipe qui est inconstante. Denver, tu sais ce qu'ils vont faire. À chaque match que tu vas jouer contre Denver sur une série de playoffs, tu sais comment ils vont jouer. Denver, c'est pas une équipe qui va arriver et quand tu vas jouer Denver, tu vas dire quel match ils vont jouer. Ce qui est le cas de Houston. Quand t'affrontes Houston, tu te dis comment ils vont jouer. Houston, tu sais ce qu'ils vont faire, tu sais pas comment ça va marcher, c'est plutôt ça. Tu sais pas dans quel mode de jeu ils vont se ramener, tu sais pas vrai. si Harden allait au strip club avant, tu sais pas si... voilà. Après, le truc, c'est que contre Houston, je nous vois pas du tout faire des prises à deux constantes sur Harden. Tu vois, de manière tactique. Non, parce qu'on a des joueurs qui sont capables de rester devant. Ouais, mais je pense que ça, tu peux pas. Je pense qu'il faut te frapper à chaque fois, en fait, c'est ce qui marche le mieux contre eux. Donc, tu vois, moi, rien que ça m'embête aussi, parce que, pour moi, maintenant, et c'est ce que la plupart des franchises font, c'est trap à chaque fois, et je pense qu'on aura du mal à le mettre en place et on le fera pas. Et ça à terme, ça nous pénalisera. Mais oui, mais après, peut-être qu'on en parlera plus quand on fera la preview de la série contre Houston. Ouais. Mais pour moi, il faut pas, si tu veux battre Houston, faut pas te dire on va arrêter Harden. Non, mais pour moi, il faut la clé de Houston
même si tu enlèves, nous, la clé de Houston. Si Houston veut aller loin, il faut qu'ils aient un Russell Westbrook de qualité. Si t'as juste Harden tout seul qui fait son taf, ils vont pas aller très loin. Si Houston veut aller loin, Westbrook c'est la clé en fait. Parce que si t'es Houston et que tu commences à avoir des joueurs extérieurs qui mettent pas dedans ou Harden qui est pas forcément dedans, bah tu peux te reposer sur les pénétrations de Westbrook pour te marquer des paniers. Si Westbrook est bien défendu par un Chris Paul ou par un Shea, bah tu vas te retrouver dans une situation où Houston pourra plus marquer en pénétration. Houston est la pire équipe au rebond offensif, donc ils pourront pas marquer... Et défensif. Défensif aussi. Ils pourront pas marquer sur un rebond offensif. Si tu commences à avoir des Covington, des PJ Tucker, des Ben McLemore qui commencent à pas rentrer leur tir et que t'arrives à bien cadenasser Westbrook, bah là t'as clairement tes chances, même si Harden t'en met 45 quoi. Alors le truc c'est que pour moi on n'arrivera pas à canasser Westbrook, et pour le coup c'est l'un des seuls qui a été très constant contre nous sur tous les matchs de saison régulière. Alors je sais qu'il faut pas s'en inspirer, mais je pense que physiquement il nous pose des problèmes. Il nous pose vraiment des problèmes, que ce soit à Shai ou à Chris Paul, et c'est compliqué. Ouais. Bah, et après moi pour le coup l'un des points positifs si on joue Houston, c'est comme tu l'as dit, on défend plutôt bien le 3 points, et eux ils vivent aussi par ça. Quand t'en prends 50 par match, faut pas c'est un peu que tu vis par ça. Et là-dessus je pense qu'on est capable de répondre plus ou moins, on sera discipliné, j'ai envie de dire, pour répondre à ça, et là-dessus c'est plutôt positif. Après moi c'est encore une fois et je vois en commentaire, n'hésitez pas à dire contre qui on a plus de chances de gagner, parce que c'est de ça en fait qu'on parle, pas contre qui on préfère jouer au final, parce qu'on a nos préférences, mais contre qui on a plus de chances de gagner, parce qu'on peut prétendre un second tour. Ouais, j'ai plus envie de jouer Denver quand même, mais pour moi on n'est pas favori contre aucun des deux en fait. Pour moi on prend un 4-1 ou un 4-2 ou... Il y a une question qui va se poser si t'affrontes que t'affrontes Houston ou que t'affrontes Denver. Il y a une question qui va se poser, c'est à l'intérieur. Parce que si t'affrontes Houston, bah, tu te retrouves face à du mini-ball où Adams, s'il pèse pas en attaque, ça va commencer à être compliqué de le faire jouer. Et si t'affrontes Denver, tu vas te poser la question de... on a vu le match qu'il y a eu il y a une semaine où Adams prend tarif contre Jokic. Donc c'est pour ça que moi je préfère Denver, je préfère jouer contre Houston que contre Denver, parce que je me dis, de toute façon, Adams... je pense qu'il peut pas défendre Jokic sur une série. Non, après il faut que Jokic soit en mode agressif. Oui, mais Jokic, même s'il est en mode pas agressif, il va toujours créer pour les autres. Il est chiant. Après, le problème c'est que Adams, et c'est le problème de la défaite contre Denver, il a à aucun moment posé problème à Jokic défensivement. Enfin à l'inverse, tu vois, de l'autre côté du terrain. Et ça c'est quelque chose qui est primordial, parce que Jokic c'est pas le meilleur des défenseurs, il est très bon au rebond défensif, il va jouer que ça. Mais si tu le mets à le bouger, à le pousser, à le jouer un peu... Même lui et même Adam, tu sais, de le jouer dos au cercle avec un peu plus de vitesse, etc. Je pense qu'il peut l'embêter, et c'est quelque chose... Ouais, voilà. Et je pense qu'il peut l'embêter, en fait. C'est quelque chose qu'on n'a pas du tout fait contre Denver. En fait, Jokic était discret, on l'a laissé faire, on l'a laissé tranquille, et quand il a voulu s'énerver, du coup, voilà. Avec les fautes qui vont avec les poussettes qui vont avec, mais en playoff, ça passera. Oui, mais justement, En fait... là, on est en train de se poser la question, est-ce que Adams sera efficace en attaque contre Denver? Mais face à Houston, il le sera obligatoirement. Je suis pas si sûr que ça. Hein. Bah, je suis Adams, c'est l'un des meilleurs rebondeurs offensifs de la ligue. Oui, mais est-ce que tu vois des pires équipes pour rebond non, mais défensif. est-ce que tu vois vraiment tourner à plus d'une quinzaine de points? Moi, je pense pas. Bah, déjà, si t'as un Adams qui est en 15-11... Mais je pense pas qu'il sera à 15 points. C'est ça mon problème, en fait. C'est que, justement, j'ai pas confiance dans le fait que Adam va se montrer assez agressif, alors qu'il pourrait, hein, je suis complètement d'accord avec toi, mais j'ai pas confiance là-dedans, en fait. J'ai l'impression que ça va être le énième PJ Tucker, il va avoir réussi à éteindre Adams au poste et tout, ça va être insupportable. Ouais, mais après, Adams, il peut être agressif, même s'il est pas agressif, tu vois, il va quand même te prendre des rebonds offensifs. Il va quand même être utile en attaque. Oui. Après, pour moi, c'est primordial qu'il soit agressif. Que ça soit dans n'importe quelle série, il faut qu'on le serve, il faut qu'il ait un rôle en attaque. Si t'as un Adams qui tourne à 6 points comme lors des 2 précédentes séries de playoffs, ça va être compliqué. Non, Adams va être un des facteurs clés en playoff, et je pense que ça, on le reverra en preview, mais ça va être clé, en fait. Sur sa gestion, les fautes qu'il va prendre, comment il va être capable de défendre s'il est amené au large, c'est clé, en fait. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit en forme, et que sa petite blessure, j'espère que c'est pas grave, parce qu'on en a besoin en pleine mesure de ses moyens. Il était très bon sur les scrimmages, etc. Ouais, après
sur Adams, pour revenir, pour se concentrer un peu plus sur la match-up avec Houston, parce qu'au final, ça va être... il est fort probable que ce soit OKC Houston. Pour moi, c'est mon avis perso, les gens en commentaire, répondez ce que vous en pensez. Tu peux pas battre Houston à leur propre jeu, en fait. Tu peux pas battre Houston en disant je vais mettre Bazley en 5, on va jouer en mini-ball et on va les taper comme ça. Je pense pour moi c'est pas la solution, mais je sens qu'il y a des moments où on sera obligé de faire ça parce qu'il y aura les autres trucs marcheront pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas une solution, je suis d'accord avec toi. Je veux pas avoir ça. Je veux bien avoir ça 10 en option sur un match, mais pas 36. Ouais, je vois ce que tu... Et pas genre c'est quand ça va pas. C'est pas genre une option qu'on fait. Tu mets pas Bazley quand t'es à moins 15 quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais ça je suis d'accord avec toi. Et justement, on pourra aussi se poser la question en preview on en parlait tout à l'heure en disant que on n'avait pas de joueur qui était vraiment dissuasif, d'intérieur qui était dissuasif. Adams, quand il va voir Westbrook pénétrer, Westbrook va y aller parce qu'en plus il le connaît bien, il sait bien que Adams va pas monter au contre. Il va lui monter sur la gueule. Toutes les actions. C'est possible. Par contre, si tu commences à mettre Nerlens Noel, si tu commences à donner un peu plus de temps de jeu à Nerlens Noel, tu te retrouves avec un intérieur qui est plus mobile qu'Adams, donc qui va peut-être être plus capable de défendre s'il se retrouve en switch sur Harden. Et tu vas te retrouver avec un joueur qui certes est très naïf au contre, qui va sauter à la moindre frappe de... Mais au moins, il va faire des contres. Parce que Adams, si encore il était très au sol, mais qu'il empêchait son adversaire de marquer, je te dirais, ok, c'est Adams qu'il faut le mettre. Mais Adams, quand t'as un adversaire qui drive, il va contester le tir, mais est-ce qu'il empêche vraiment l'adversaire de marquer? Je crois pas. Non. Que Noël, au moins, il va te mettre deux contres dans un match, et ces deux contres, ils vont être importants, parce que Houston va se dire, il y a Noël, donc forcément, je vais aller moins attaquer le panier que s'il y a Adams. Après, j'ai du mal avec Nerlens sur du long passage en playoff. Je pense que ça va être, tu vois, sur des courts passages, ouais, mais sur un très très gros rôle, j'ai un peu de mal. Mais ça pourrait être une option, effectivement. Mais après, t'as le problématique de l'autre côté du terrain, il va prendre des rebonds, mais il est moins capable de les sanctionner. Enfin, c'est des énigmes, hein. Ça va être... Puis surtout, on n'a pas joué ce Houston-là. Ouais. Donc on n'a pas de match comparatif. De match référence, ouais, complètement. Même pas référence, juste un match pour comparer, tu vois, pour faire une preview. C'est là on fait que spéculer sur ce qui va se passer, quoi. Oui, référence pour te fixer dessus, référence sur entre les deux équipes qu'on ait perdu ou gagné, mais que ça te serve. C'est ça. Juste pour se dire, sur ce match-là, Houston a joué comme ça contre nous, on a répondu avec d'autres choses. Là, tu peux pas, en fait, tu fais juste que imaginer ce qui pourrait se passer dans une série, quoi. Et ensuite, contre Denver, je pense que la clé, ce serait pas forcément la rotation intérieure, mais plus nos trois meneurs. Ouais, c'est de archi-dominer sur les extérieurs. Comme quand on l'a fait quand on les a battus, c'est qu'on a archi-dominé. Et que Denver... Alors quand il n'y avait pas Michael Porter, jouait assez petit, donc on pouvait facilement les dominer là-dessus. Voilà, tout simplement. Ouais. On va devoir arrêter ce live, ça fait un peu plus d'1 heure. Je remercie à tous ceux qui... Si Houston peut finir 3ème. Je remercie tous ceux qui sont venus interagir avec nous. On se retrouve très rapidement la semaine prochaine. On sera pas en live, on sera en podcast, notamment pour les previews des playoffs et aussi pour faire le bilan de la fin de la saison régulière. Le replay est disponible très vite sur YouTube, sur toutes les plateformes d'écoute. Constant à demain pour le live de toute façon face à Washington. Ouais. Merci d'être venu encore une fois parler avec nous et avec moi. Et à bientôt. Salut.